direct si je te dis comme ça, Canada. C'est bon. Le retour, nous revoilà. Je crois qu'on a fait un petit problème de son. Donc hop, alors je vais reprendre peut-être à zéro parce que je ne suis pas sûre en fait que vous ayez pu entendre quoi que ce soit. Je suis très fière d'accueillir ce soir Samy, notre témoin, suivi depuis le mois de novembre, et le docteur Nicolas Véry, qui est considéré comme un expert S-matière. Comme vous le savez, les rencontres Goût de Santé se veulent toutes sincères et sans tabou, sans cinéma. D'ailleurs, la preuve, peut-être que si on était un peu plus guindé, avec un petit peu plus de cinoche, on n'aurait pas eu cet aléa technique. La rencontre de ce soir me touche beaucoup et je pense qu'elle devrait vous toucher parce que quand j'ai échangé pour la première fois avec Samy, pour connaître son parcours, pour connaître son histoire, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup à vous identifier en fait à ce qui lui est arrivé et à ce passage à cette nouvelle vie. Voilà, donc je vais me taire, je vais laisser exprimer et on va rentrer dans le vif du sujet, Samy. Donc tu vas te présenter, peut-être ton âge, voilà, et nous expliquer ton histoire avec les kilos et comment tu as atterri un jour dans le cabinet du docteur Véry. Très bien. Donc je me présente, je m'appelle Samy, j'ai 28 ans. J'ai eu un problème de poids depuis mon enfance, j'ai toujours eu quelques kilos en trop. J'ai fait plein de régimes, j'ai fait tous les régimes. J'ai réussi à perdre beaucoup, mais j'ai toujours repris un peu plus que ce que j'avais perdu. À force de me renseigner, on m'a parlé d'un nouveau groupe qui permettait de voir le traitement de l'obésité différemment. Donc je me suis renseigné, j'ai commencé à faire une séance avec une diététicienne. Ça a été un suivi de 6 mois avec elle. J'ai réussi à perdre beaucoup de poids, mais j'ai malheureusement repris. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé du fait que la chirurgie était une possibilité. Donc comme le suivi avait déjà été commencé, j'étais un patient acceptable pour l'opération. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir le docteur Véry. Donc il m'a tout expliqué, ce que ça pouvait être, les différentes possibilités chirurgicales, donc la sleeve ou le bypass, voire l'anneau aussi. Tu vas très vite, tu vas très vite dans l'histoire de tes kilos. Alors, on l'a vu avec Pat à la dernière rencontre. Quand on pose la question à Pat, Pat te dit j'ai toujours été gros. Est-ce que c'est des kilos qui sont venus tout d'un coup? Est-ce que tu te souviens si tu as toujours été en obésité? Est-ce qu'il y a un contexte familial qui fait que tu étais en obésité? Est-ce que... Il y a plein de choses à prendre en compte. Le seul souvenir de moi sans être obèse, ça devait être à la maternelle. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Familialement, c'était un peu compliqué, on n'avait pas trop de sous, donc ma mère remplaçait la qualité par la quantité. Et du coup, je pense que c'est comme ça que au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre des kilos, avec aussi toujours, il faut finir son assiette parce que il ne faut pas jeter, c'est précieux, c'est la nourriture. Pas gâcher. De pas gâcher, absolument. Et donc oui, en fait, voilà, j'ai toujours été, de mes souvenirs, gros, ou du moins plus gros que la moyenne. Et je me considère même encore maintenant comme gros. Donc j'ai un peu de mal à me sortir de cette image résiduelle du moi pré-op, mais j'y travaille, ça va venir. Docteur, les patients que vous recevez dans votre cabinet, ce sont des patients qui vous disent qu'ils se sont toujours sentis gros, qui vous racontent qu'ils ont toujours eu des problématiques avec l'alimentation, un contexte familial aidant, un terrain. Non, les patients ne viennent jamais en déversant tout comme ça, il faut aller un petit peu chercher. Globalement, les gens viennent, d'abord c'est une formidable demande d'aide, en fait. On n'en peut plus, ça fait des années, on a tout essayé, les régimes, etc. Et donc il faut bien imaginer qu'on est dépositaire de ça, c'est-à-dire qu'en tant que chirurgien, les gens passent un cap psychologique. Ça va prendre des mois, des années pour certains, de se dire et si c'était une solution. Mais avant, la plupart des patients se disent je vais tout essayer, y compris par moi-même, je veux y arriver par moi-même, ce qui est très difficile à faire comprendre aux patients. Y arriver seul, c'est extrêmement difficile. On a besoin d'aide. C'est une maladie. D'accord. Donc, toi, tu intègres ce groupe, tu essayes de comprendre ton rapport à l'alimentation, tu maigris, puis tu regrossis une nouvelle fois, pour la xème fois. Donc, on continue dans cette espèce de yo-yo permanent. Absolument. Et tu atterris dans le bureau de Nicolas. À ce moment-là, tu es en couple? À ce moment-là, j'étais en couple.
D'accord. Et ça allait déjà mal. Alors mon poids faisait partie des raisons pour lesquelles ça pouvait aller mal. Oui, tu m'as dit qu'en 7 ans, tu avais une prise de poids qui était de l'ordre de 40 kilos. 40 J'ai rencontré ma copine, enfin mon ex, il y a 7 ans, j'étais à 85 kilos et jusqu'à novembre dernier, j'étais à 127 kilos. Donc j'ai pris 40 kilos en 7 ans, un peu plus de 40 kilos même. D'accord. Et donc ça a détérioré le couple au fur et à mesure du temps. Mes tentatives pour perdre du poids n'ont jamais été concluantes. Enfin, elles l'étaient pour moi, mais jamais assez pour mon ex, D'accord. qui avait l'impression que j'en faisais pas assez. Alors, Oui. de l'extérieur, ça peut être vécu comme ça, c'est normal, mais moi, je faisais ça très sérieusement. Le fameux cliché, t'es obèse, hein, tu veux maigrir, t'as qu'à arrêter de bouffer, pour être clair. Et pour être un peu cru et un peu cash. C'est un peu ça, oui. D'accord, d'accord. Cette espèce de stigmatisation qu'on entend à chaque fois. Et j'imagine que vous l'entendez aussi de la bouche de vos patients, cette souffrance, parce que les gens viennent vous dire, voilà, on me dit t'as qu'à arrêter de manger, tu vas perdre du poids, et on est en train, et vous êtes vraiment un combattant de la première heure pour revendiquer le fait que l'obésité est véritablement une maladie chronique et n'est pas uniquement liée à ce facteur alimentaire. Je dis aux patients, la première consultation, le premier contact que je peux avoir avec eux me paraît indispensable et probablement le plus important de toute la suite de tout ce qu'on va dérouler. Dans le sens où il est important d'expliquer aux gens les tenants et les aboutissants, comment ça marche, de ce qu'on en sait, de ce qu'on peut faire, et d'arriver à déculpabiliser, et pas déculpabiliser pour déculpabiliser, mais expliquer aux gens comment ça marche. Parce que si ça, on ne le fait pas, et malheureusement, quand on était en train de le dire, avec une société qui pousse derrière, qui nous fait comprendre que forcément, il suffit de faire un effort. Donc si on est toujours obèse, c'est qu'on ne fait pas d'effort, on manque de volonté. Il faut faire du sport, il faut se contrôler. Une société qui est de plus en plus dans le paraître, dans le contrôle, où c'est très important d'aider les gens à comprendre ça et les faire déculpabiliser, mais pas de leur dire bon, c'est pas grave, vous en faites pas. C'est pas ça de déculpabiliser, c'est expliquer aux gens comment ça marche, de ce qu'on en sait. Et donc, de ce qu'on peut faire, de façon utile, pragmatique, médicale. C'est tout. D'accord. D'accord. Donc, vous vous rencontrez. Évidemment, tu adhères complètement à cette idée, tu n'en peux plus, tu es à bout. Il rentre dans les critères, il suit son parcours pré-op. La décision tombe. Alors moi, j'ai une grande question. Et alors, d'ailleurs, je voudrais vous sensibiliser, vous, parce que je remarque sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur pourquoi une sleeve, pourquoi un bypass. Et des gens répondent « Oh, tu devrais plutôt une sleeve » ou « Oh, tu devrais plutôt un bypass ». Je crois que ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est vraiment vous là qui allez intervenir. Dans une opération, qu'est-ce qui fait qu'on va aller plutôt vers un bypass pour un patient plutôt qu'une sleeve? Et j'ai vraiment envie de dire que chaque patient est singulier, donc peut-être que chaque intervention est définitivement singulière, chaque perte de poids a posteriori est singulière, non? Il n'y a pas de règle type. Il n'y a pas de règle type. Alors, on est obligé d'avoir des grandes trajectoires ou voilà, c'est ce principe de la médecine. On ne peut pas faire non plus comme ça à sa sauce. Mais après, dans le projet thérapeutique, il est forcément individuel et sur mesure. Il n'y a que ça qui marche. Globalement, dans les prises en charge des pathologies chroniques, dont l'obésité fait partie, l'observance thérapeutique et ce qu'on va mettre en place doit coller au patient, si on veut que sur le long terme, on ait des résultats, et non pas un effet spike où ça marche pendant un mois, puis après ça se délite au fur et à mesure. Donc ça, c'est important de s'inscrire là-dedans. Après, je vais revenir sur le trajet effectivement de Samy, qui est assez particulier, parce que ce sont des médecins nutritionnistes et c'est diététiciennes qui me l'ont adressé, qui travaillaient l'IOCP avec moi, mais qui le suivaient depuis un certain nombre de mois auparavant, oui, et qui m'ont adressé. Ce n'est pas le cas de la majorité des patients qui très souvent rentrent dans la prise en charge multidisciplinaire par la porte de la chirurgie, ce qui n'a pas été son cas. En ça, c'est effectivement un petit peu différent. En ça, c'est vrai que l'avancée, nous, dans nos consultations, était plus rapide que pour d'autres patients, où généralement, vous avez patient, il se passe un certain nombre de mois pour que je les revoie, une fois que c'est mis en place ce suivi. Nous, ça a été un petit peu l'inverse, parce qu'il y avait déjà été drivé, un certain nombre de bases étaient posées à ce niveau-là. Maintenant, après les indications, pour revenir à ça, nous avons actuellement dans le monde des indications pour la chirurgie bariatrique. En fonction de l'IMC, en fonction des pathologies, on est bien obligé d'avoir un moment, un certain cadre là-dessus.
une des grandes difficultés que nous avons, c'est d'avoir des indications par type d'intervention. À savoir, est-ce qu'il vaut mieux faire l'anneau, est-ce qu'il vaut mieux faire une sleeve, un bypass, une diversion biopancréatique, ainsi de suite. Là, actuellement, il n'y a pas de texte qui est fait sur lesquels on puisse appuyer. Il y a un certain nombre d'études, de recherches qui sont très difficiles à faire. Et actuellement, je dirais que c'est plus la place de la RCP des équipes et de leur expertise que de proposer à chaque patient de façon individuelle. Et plus que de proposer d'expliquer aux patients. Très souvent, les patients, malheureusement, viennent en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est ça. Voilà. Il faut leur expliquer voilà pourquoi on pense que ça, il ne vaut mieux pas, ou on préfère ça. D'accord, d'accord. Et ça peut être lié à, le choix peut être lié à des habitudes de consommation, des comportements alimentaires Aussi. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a tout un ensemble de comorbidités, d'attitudes, de... C'est pour ça que la RCP est fondamentale, où les diététiciennes, les psychologues, les médecins nutritionnistes, le gastro-entérologue, l'anesthésiste, les chirurgiens, tout le monde a droit à la parole. Parce que ce sont des approches globales des patients. Et que c'est une erreur que de penser que c'est juste un chirurgien dans son coin qui va dire on fait une sleeve, point. Bien Parce sûr, qu'il y a le bien C37, tel comorbidité, sûr. ainsi de suite. Bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On doit prendre en compte toute la vie du patient. Où il vient, où il va. Quelque chose qui peut-être pas aux gens, par exemple, quand on fait un bypass gastrique, qui est une intervention qui fait une malabsorption. On a donc besoin de prendre des vitamines à vie, une supplémentation vitaminique à vie. Oui. Tous les patients ne sont pas à même ou de comprendre ça, ou tous les patients ne sont pas à même de pouvoir avoir accès à ces vitamines, soit en termes financiers, ça peut arriver, Bien sûr. soit en termes géographiques, des patients qui retournent dans des pays où ils n'auront pas accès à ces vitamines. D'accord. Ça, les gens n'y pensent pas. Nous, c'est à nous d'y penser pour eux. D'accord. Voilà. Ça, c'est D'accord. important. J'ai compris. Donc, tu vas, la sleeve, tu te fais hospitaliser. Entre-temps, tu t'es séparé. Oui. Parce que tu as réalisé que tu n'as plus supporté cette dernière remarque qui consistait à dire que tu faisais pas assez d'efforts et que probablement tu étais trop fainéant pour passer outre la chirurgie, ce qui n'a rien à voir. Tu te fais sleever et tu rentres chez toi. Je vais très vite. Hein. Très, très vite. Très très vite. Hein. Tu passes 48 heures à la clinique. 72. 72 heures, d'accord. Alors, première question, t'es comment quand tu te réveilles? Avec ton bout d'estomac en moins, comment tu te sens Au réveil direct de l'opération, au réveil direct de l'opération? dans les vapes surtout. Pas de douleur particulière, peut-être quelques tiraillements au niveau de l'estomac, mais pas de douleur réelle. Je me suis rendu compte vraiment des tiraillements quand j'ai commencé à manger le lendemain de l'opération, le demi-yaourt, qui était un peu compliqué à faire passer. Mais ça s'est vraiment déroulé extrêmement bien. J'ai eu beaucoup de chance, non, j'ai été très bien pris en charge par tout le monde et merci d'ailleurs pour tout. Enfin, c'était vraiment parfait. Le retour à la maison, par contre, c'était un peu plus compliqué parce que on a toutes les habitudes, on a tout qui est exactement comme on l'a quitté, sauf que nous on revient dans un environnement, mais nous on est différents. L'environnement n'a pas changé, nous on est différents. Donc j'avais eu la chance d'avoir connaissance de goût de santé, donc j'ai pris du coup 3 semaines de repas préparés par goût de santé qui m'ont été livrés à la maison. C'était vraiment très très bien, ça m'a permis de rythmer mes journées. Enfin, on a tellement de repères qui changent qu'au final le fait d'avoir à des prises régulières une dose de nourriture déjà préparée, qu'on n'a plus qu'à faire chauffer, on n'a plus qu'à déguster, on n'a vraiment rien d'autre à penser que de se nourrir, de reprendre goût à la nourriture, d'avoir du plaisir en mangeant. Ça c'était vraiment super, ça m'a beaucoup aidé, parce que tous les repères changent réellement. On explique ça, docteur, le fait que les goûts changent, les repères changent, que voilà, ça s'explique comment? Alors, il y a une partie qu'on explique et une partie qu'on n'explique pas ou pas complètement, mais en tout cas c'est ce qu'on cherche. Mais imaginez qu'on parle beaucoup de la chirurgie en pensant que c'est le traitement de l'obésité, ainsi de suite. Avec la chirurgie, la baguette magique. Traitement, voilà, c'est en aucun cas un coup de baguette magique. Mais je le dis en tant que chirurgien, mais sincèrement, c'est une aide fabuleuse. Voilà, c'est une fenêtre de tir thérapeutique. Ça donne l'opportunité à des patients de 2 choses. 1, de les changer de catégorie de poids, de perdre assez de poids pour les mettre à l'abri des maladies qui peuvent arriver, le diabète, les problèmes articulaires, ainsi de suite. La deuxième chose, c'est d'effacer
on retrouve une page vierge sur laquelle, effectivement, l'équipe qui a commencé à travailler avant peut réécrire à nouveau un nouveau style de vie diététique, mais au-delà du diététique, c'est un nouveau style de vie tout court. C'est bien pour ça qu'il faut préparer les gens. Parce que sinon, effectivement, on est un peu paumé. On peut se sentir... Tu disais toi-même, d'ailleurs, au cours d'échanges qu'on a pu avoir tous les deux, que tu n'imaginais pas un instant ne pas avoir ce suivi qui aujourd'hui doit être un suivi à vie, parce que tu as été opéré et les directives sont très claires. Un patient opéré doit être suivi à vie et vu à vie, je crois. C'est pas une question de directive, c'est une question de médecine. C'est une question de médecine. Alors, c'est une question de médecine. Et tu disais toi-même que tu n'imaginais pas un instant l'idée de ne pas être suivi et que pour toi, c'était cette espèce de check-up fondamental qui te permettait de te dire que ton opération était une réussite et que tu étais bien dans ta nouvelle vie et que tu avais adopté les bons réflexes. C'est ça. En fait, l'opération, moi, je le vois vraiment comme un retour en arrière. C'est comme si j'avais remonté le temps de 7 ans. Et de garder l'historique que j'avais, donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et tout le suivi qui est autour, c'est vraiment ce qui ancre ces nouvelles manières de faire, ces nouvelles bonnes manières. Enfin, même si on les a compris à un niveau très profond, c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel sur le comment, pourquoi, et de toujours rester en phase avec cette opération qui est quand même, ça reste une opération, c'est pas un truc qu'on prend à la légère. Je me permettrais moi de juste d'appuyer, de souligner une chose. Il n'y a pas de bonne manière. Ça sous-entendrait qu'avant, il y avait de mauvaises manières. C'est vrai. Et donc, encore une fois, on n'est pas là pour stigmatiser, dire c'est bien, c'est pas bien. Absolument. On est là pour trouver un équilibre, un centre de gravité qui est propre à chacun. Et sur tout point de vue, que ce soit diététique, psychologique, dans sa vie affective, professionnelle, familiale, et ainsi de suite, et au niveau de la santé. Donc, vraiment, le patient est au centre de tout ça. Et il y a plein de choses qui gravitent autour. C'est ça l'intérêt des prises en charge, je dirais même pas multidisciplinaires, je trouvais on a discuté à l'Assemblée nationale, voilà, une prise en charge transdisciplinaire, c'est-à-dire plusieurs spécialités qui se recroisent autour d'un patient qui a une pathologie qui s'appelle l'obésité, qui est très très complexe. Donc, c'est pas retrouver de bonnes habitudes, mais des habitudes, on va dire, équilibrées, qui vous vont bien et qu'on pourra garder toute une vie. Ça, c'est fondamental, absolument fondamental. La deuxième chose, c'est que Samy est très très loin d'avoir fini ou quoi que ce soit. On en est au balbutiement. C'est pas parce qu'on a été opéré qu'on a quelques mois et qu'on a quelques kilos en moins. C'est une bonne chose. Que c'est fini, que c'est stable, ainsi de suite. Il y a en permanence des réglages à faire. Oui. On en a discuté en consultation il n'y a pas si longtemps que ça. La plupart des gens viennent me voir après l'intervention, au bout d'un mois, 2, 3 mois, etc., en pensant que ça y est, quasiment tout est fait. C'est faux. Il y a plein de réglages à faire. Ces fameux réglages, on parle sans tabou. Est-ce que ce sont ces fameux réglages qui manquent parfois à certains patients qui font qu'à J+2 ans ou J+3 ans après une sleeve, ils repartent sur des prises de poids importantes, des reprises de poids importantes? Alors on va parler exactement sans tabou. La chirurgie bariatrique et la prise en charge vraiment de l'obésité explose depuis le début des années 2000. Et en particulier, c'est la chirurgie qui a donné de l'allant à tout ça. Il est clair qu'au début des années 2000, et après les anneaux, les années 90, etc., il y a une période qui est très floue. Très floue pour plein de raisons. D'abord parce que médicalement, il n'y avait pas autant de connaissances. Et sur plus d'un point, là, quand je dis que c'est des prises en charge transdisciplinaires, il faut bien imaginer que au départ, les spécialistes des problèmes de poids, ils n'avaient pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Donc c'était difficile de la part des médecins de se positionner, de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était bien. La deuxième chose, c'est comme tout, c'est qu'à un moment, ce qui marche, il y a un afflux de patients, il y a des nouvelles techniques, et il peut y avoir un mélange des genres. Donc pour répondre très simplement, je dirais qu'effectivement, tout n'était pas mis en place de façon optimale au début des années 2000. Et on en a fait les frais. D'accord. On s'est rendu compte, sur le long terme, que la chirurgie marchait bien, mais c'est comme tout, c'est un outil. Si on l'utilise mal ou pas assez, au bout d'un moment, on a des échecs, et ainsi de suite. Là, maintenant, quand on parle des résultats actuellement, là, en 2017, de la chirurgie bariatrique, il est clair que de la part des professionnels, les équipes, pour la grande majorité, sont formées. Pour la grande majorité, sont solides. Il y a encore une
ménage à faire pour que ça soit bien clean. Et ça, je dirais que c'est de la part des autorités du corps médical, paramédical, enfin du système de soins, de se mettre en ordre. C'est en train de se faire très clairement. On oublie juste une grande part là-dedans, qui est absolument fondamentale dans le suivi. Ben, c'est les patients eux-mêmes. Bien sûr. Ce sont les Bien patients sûr. eux-mêmes. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, en tant que chirurgiens, et nous dans le centre, à l'IECP, on peut faire tout ce qu'on veut. Si les patients ne partent, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas le droit d'aller chercher par la peau des fesses et les ramener en disant voilà, vous êtes sortis du suivi et vous connaissez les conséquences. On a beaucoup Bien sûr. d'études Bien sûr. qui nous montrent l'impact du suivi. Quand vous regardez les résultats de la chirurgie sur du très long terme, en particulier le bypass, quand vous regardez les deux groupes, le groupe des patients qui ont des bons résultats et le groupe des patients où on se retrouve en échec progressivement, sur les études, il y a un seul facteur prédictif d'échec, c'est le suivi. Ce qui nous permet de dire, moi, en consultation, et dès la première consultation, si vous ne comprenez pas ça, on n'y pourra rien. On peut vous proposer, on peut vous aider, on peut vous tenir la main par certains points, mais on peut étayer les choses, mais on ne peut pas faire pour vous. C'est plus ça qui est important à comprendre. Et toi, t'es comment par rapport à ça? T'es dedans? Complètement. En fait, c'est réapprendre sa vie, réapprendre les choses, et c'est merveilleux. Enfin, j'aime beaucoup ma nouvelle vie. C'est le début. Ouais. J'ai encore des choses à faire, mais c'est bien. C'est vraiment, vraiment bien. C'est une formidable week. Ça permet de me reprendre en main, moi personnellement, de revoir mes objectifs, de me réapprendre en fait, d'être plus en phase avec quoi. Alors, on a parlé alimentation, on a parlé hygiène de vie. Je crois que au-delà de l'alimentation, il y a des impacts très importantes. Et l'activité physique. C'est quelque chose qui est toujours bien d'en faire. Moi, je me suis Repris l'activité physique. alors, du vélo d'appartement pensé. Je suis allé acheter un vélo pour commencer à me mettre dans le parc. Donc, je fais un peu mon du vélo. Et je vais bientôt marquer le crossfit. C'est quelque chose que j'ai fait avant. J'ai adoré ça. C'est un peu violent, vite. Ça dépend quoi actuellement. Non, je ne pense pas si bien pour lui. D'accord. On m'aurait dit ça en post-opératoire à un mois, j'aurais dit oui. D'ailleurs, on avait discuté, c'était niette. Je voulais savoir quand est-ce que je pouvais reprendre. Combien de temps de cicatrisation en gros, à partir du moment où vous êtes slivé ou bypassé, combien de temps de cicatrisation avant de pouvoir reprendre une activité physique un peu intense à la famille, du crossfit, des choses un peu Oui, violentes mais ça, comme ça? en fait, ça dépend pas du fait que ce soit une sleeve ou un bypass, c'est juste la chirurgie et les contraintes que nous avons. Globalement, je dirais, il faut différencier l'activité physique de l'activité sportive, qui n'est pas la même chose. Bien sûr. Une activité physique se reprend très très rapidement. La marche. La marche, quasiment ad libitum. En D'accord. post-opératoire, on n'a absolument aucun souci, monter un peu les escaliers sans forcer, sans se faire mal, il n'y a absolument aucun problème. Tout ce qui est aspect natation, ça dépend des cicatrisations cutanées, c'est une quinzaine de jours globalement. Donc ça, je dirais, dans le premier mois, très rapidement, une activité physique, on la reprend. Maintenant, une activité sportive, et quand on veut forcer, quand ce jeune homme me dit je vais faire du crossfit, etc., là je dis on est en pression et qui prend 6 à 8 semaines. Pour toute la chirurgie pariétale, pareil. Au-delà de ces 8 semaines, après, on n'a pas plus, pas moins de risques à faire une activité physique. Alors, je vais vous poser une question qui nous a été soumise la semaine dernière. Une fois qu'on a été opéré d'une sleeve, est-ce que l'estomac peut se déchirer 1 an ou 2 ans après l'intervention? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé par cette phase de cicatrisation, est-ce qu'il peut y avoir un déchirement? Est-ce que... Non, on ne peut pas avoir des déchirements, pas plus que quand on s'est cassé un os, on a eu un plâtre, on a une chirurgie qui s'est cicatrisée. Non, l'estomac ne se déchire pas, sauf à même d'avoir une manipulation traumatique, mais pas plus, pas moins qu'un estomac natif opéré. Les risques, ce qu'on appelle déchirement, donc le terme technique c'est fistule en fait, est un risque post-opératoire, périopératoire, dans les quelques jours, quelques semaines après l'intervention. Ou d'un certain temps, l'estomac est totalement cicatrisé, il n'y a pas plus de soucis. Il n'y a plus aucun risque. D'accord. Alors, on a une question de la part de Nicolas. Bonsoir Nicolas. Les cicatrices sont-elles visibles et peut-on les voir sur ce jeune homme? Alors, Nicolas. C'est pas moi. Non. Est-ce qu'on voit tes cicatrices?
Moi, je ne te demanderai pas de soulever ton t-shirt. Ça ne regarde que toi. Alors, Et c'est pas l'idée. Mais comment tu perçois tes cicatrices aujourd'hui? Est-ce qu'on les voit? Comment tu te réappropries ce nouveau corps? Comment tu... Moi, je pense que la question de Nicolas va aussi dans ce sens-là. alors en fait, les cicatrices, elles sont vraiment infimes. Hein. C'est des micros, ça fait même pas 3 mm peut-être, j'ai 4 petits points. Si je peux me permettre, 5 mm, 5 mm, 1 cm, 12 mm. Ok. Enfin, alors, Il y a un peu plus clair. là, c'est vraiment très Voilà, précis. Nicolas. Et ayant la chance, et je dis bien chance, d'avoir une pilosité un peu développée, elle se voit encore moins. Donc, Tu veux dire qu'elles sont sous tes poils là? elles sont à l'ombre. D'accord. Donc non, il y a vraiment... c'est ridicule. Je me souviens d'un infirmier qui venait me faire les piqûres d'anticoagulants en post-op m'avait dit que les cicatrices que j'avais, on pourrait penser que je m'étais juste griffé en passant près d'un buisson. Wow. Enfin, c'est vraiment ridicule, ça se voit pas, il n'y a aucun impact. D'accord. C'est, Ton corps, hein. Parle-nous un peu de ton corps et de l'image que tu as. Je crois, alors pareil, à chaque fois je te lance, pardonnez-moi, je lance Samy sur une question, mais je regarde l'œil du professionnel. Je crois, après toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec différents patients, que l'image de soi, là où nous, patients non opérés, on pourrait se dire c'est merveilleux, il doit aimer son qu'il doit, quelle perte, qu'il est sur une bonne voie, il doit être très heureux. On se rend compte qu'on est complètement à côté et qu'il y a beaucoup de difficultés à percevoir son nouveau corps tel qu'il est. C'est fondamental, dès le départ, d'arriver à faire comprendre aux gens que certes, ils ont des problèmes de poids. Les problèmes de poids font, je dirais, tache d'encre partout dans tous les domaines de la vie. Mais de leur faire comprendre que, la chirurgie, c'est pas un coup de baguette magique, le magic bullet, etc., terminé, c'est faux. Ça, c'est Que fait. 2, ça va régler tous les soucis d'une vie, c'est archi faux. 3, effectivement, ça induit un grand nombre de modifications, dont des modifications physiques, qui sont entendées de façon différente en fonction des gens. Globalement, parce que c'est notre société occidentale, le fait de maigrir, parce que nous, actuellement, nous sommes sur une version slim, mince, dans les canons de beauté, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai la chance d'avoir des patients étrangers qui viennent d'autres endroits du monde, ils n'ont pas du tout cette vision-là. Donc c'est quelque chose de très subjectif, ça. Et subjectif de façon individuelle et de façon sociétale. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas chirurgien esthétique, je ne suis pas là, est-ce qu'il est beau, plus beau, moins beau, est-ce que je vais l'améliorer ça? Je suis là pour éviter que lui, il ait les genoux abîmés, qu'il ait du diabète, qu'il fasse un infarctus ou qu'il ait un facteur de risque décuplé de cancer colorectal, etc. On est là pour redonner de la qualité de vie et l'espérance de vie aux gens, rien d'autre. Après, bien évidemment, je peux comprendre un certain nombre de choses, je peux, moi, le ressentir, mais déjà, c'est quelque chose de très individuel. La chirurgie bariatrique, c'est pas fait pour changer le corps. Mais il est clair qu'il y a de telles répercussions qu'il faut préparer les gens à ça. Parce qu'on ne s'imagine pas à quel point le rapport qu'on a à soi-même va être modifié, le rapport aux autres va être modifié. Mais oui, d'ailleurs, tu disais, je vais te laisser répondre sur ton rapport au corps, mais tu disais que tu t'étais enfermé avant cette intervention tu t'es enfermé tout seul dans ta vie sociale, alors que finalement, tu étais en couple, tu étais accompagné, tu ne souffrais pas de cette solitude, tu as rejeté les propositions que tu avais de sortir, tu t'es complètement isolé, tu ne sortais plus, tu ne te montrais plus, et aujourd'hui, tu recommences un peu à vivre, et pourtant, ce corps, tu ne l'as pas encore apprivoisé. C'est très vrai. En fait, je prendrais le parallèle de Matrix, quand Neo et Morpheus retournent dans la matrice, ils se voient à nouveau comme avant, avec les cheveux longs, avec des jolis vêtements, avec... Samy est un sans les geek, trous hein. partout. Et c'est la même chose en fait, on a une persistance, c'est comme une persistance rétinienne en fait de son image, et moi je me vois encore gros comme avant l'opération. Alors ça arrive doucement, mais ce matin par exemple en m'habillant, je me suis rendu compte que j'avais perdu du ventre, et ça m'a fait sourire. J'étais très content de me rendre compte enfin, après qu'on me l'ait dit plein de fois, dis donc t'as fondu, qu'est-ce qui s'est passé. Le fait de se rendre compte personnellement, c'est une très belle chose. Je suis vraiment très très content de ça. Ça m'a donné le sourire
pour la journée en tout cas, c'était vraiment... Et c'est ce qu'on disait en consultation. Ce sont des sujets qu'on aborde en consultation. Quand on parle de suivi, c'est pas juste le poids, où est-ce qu'on est, etc. On en avait discuté. Voilà. Et cette fameuse persistance, non pas rétinienne, mais cérébrale, il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau psychologique là-dessus. Cette persistance cérébrale de l'image qu'on a de soi, de l'image corporelle, est ce qui résiste le plus longtemps après une chirurgie bariatrique. C'est un côté assez fascinant parce qu'on ne comprend pas tout là-dedans. Les patients sont témoins, et on beau le savoir, on discutait dans les réunions avant d'être opérés, sont témoins d'eux-mêmes en disant oui, je me vois dans le miroir, je vois bien que j'ai changé de taille, on me le dit, je le constate sur les photos, je me dis mais comment j'étais avant? Voilà, la plupart des gens sont étonnés et ont toujours dans leur esprit cette image de oui, je suis encore toujours obèse. On a même des patients, en particulier les femmes, des patientes qui continuent toujours spontanément à se diriger dans les rayons. Grande taille. Grande taille. Bien c'est sûr. marrant. Ça part avec le temps, mais c'est le temps. On a une question de Laetitia. Je pense que ça concerne la forme. Coucou Laetitia. La mise en forme du patient avant une intervention de chirurgie d'obésité. Et Laetitia nous parle de l'activité physique avant une intervention. Est-il vrai qu'il faut faire une activité physique ou pratiquer une activité physique avant une intervention chirurgie d'obésité? Je veux répondre non. Non, rien. Non. Ce que vous voulez, docteur? Non, c'est pas indispensable. D'accord. Indispensable pour la chirurgie. C'est quoi votre position, vous, sur les régimes avant alors, voilà, on va en parler de ça aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, les régimes blancs, les régimes hypo, hyper. Globalement, l'objectif, c'est de dégraisser le foie. C'est quoi votre position par rapport au régime? Pourquoi est-ce qu'on demande à un patient de faire un régime avant son intervention? Sachant que dans sa tête, il rentre dans un protocole en se disant qu'aujourd'hui, le coup de pouce dont il a besoin, c'est l'intervention chirurgicale, en ayant parfaitement admis que c'était un combat pour une vie et que l'intervention n'était qu'un coup de pouce et une formidable clé à un moment donné. C'est quoi ces histoires de régime avant les interventions chirurgicales? C'est dramatique ce que vous venez de me dire, parce que je me dis qu'apparemment je ne suis pas efficace en termes de communication dans ce que je voudrais faire passer comme message. Voilà, j'avoue, c'est fait. Vous me parlez de régime avant une intervention. En aucun cas. Il y a des établissements, docteurs, qui recommandent ce qu'on appelle des régimes blancs et qui demandent à leurs patients de suivre des régimes spécifiques. C'est bien pour ça que je dis c'est important en termes de communication de savoir de quoi on parle. En aucun cas, il doit y avoir des régimes. En aucun cas. C'est quasiment un mot à bannir. Ce sont des prises en charge, on vise à un équilibre. Il y a des choses qui doivent changer, ainsi de suite. Mais ça, c'est fondamental, parce que dès qu'on va remettre le mot régime sur le tapis, ça active un certain nombre de choses. Après, pour certains patients, en préopératoire, on a un certain nombre d'examens complémentaires à réaliser, dont une échographie du foie. Il faut bien demander la taille du foie, le foie étant juste au-dessus de l'estomac. Si on veut accéder chirurgicalement à l'estomac, il faut que le foie ne soit pas trop volumineux. Et ce qui peut arriver, soit nous avons des patients qui ont un foie directement trop volumineux, mais ça veut donc dire qu'on ne va pas aller à la chirurgie, on va attendre. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Effectivement, pour ce type de patients, mais on tombe dans l'hyperobésité. Ce sont vraiment des patients qui sont très peu nombreux quand même, globalement. Où on a des prises en charge spécifiques. Donc vous parlez des régimes Yeo, des choses comme ça, qui sont de plus en plus abandonnés. Il y a des régimes maintenant à base d'oméga 3, des choses comme ça, qui sont un peu plus focalisés. Mais à l'origine, c'est les régimes yaourt. Donc ça, ces patients-là, c'est particulier. On sait où on va pour les amener à la chirurgie. Après, ce qu'il faut absolument éviter, et ça c'est important à dire aux gens, c'est ce qu'on appelle le syndrome du dernier gueuleton. Un bon nombre de patients... Bien sûr, sans mettre plein la panse. C'est pas ça, c'est un syndrome du condamné. C'est ça. En pensant qu'après une chirurgie, on ne pourra plus jamais manger, on ne pourra plus jamais profiter. Et dit, je veux me faire plaisir. Je veux me faire plaisir. Et ça peut être potentiellement dangereux, mais ça c'est embêtant parce que le foie est un des organes qui réagit le plus rapidement à ça. On peut avoir une hypertrophie, le foie qui gonfle de façon réactionnelle. Et ça peut être, j'ai 3-4 patients, ça m'arrive dans ma carrière, où on ne peut pas les opérer. Le foie prend trop de place, on ne peut pas avoir l'estomac, on ne peut rien faire. Et donc c'est quelques patients, on est rentré dans le ventre, puis on est ressorti en disant on ne s'arrête pas, et on en fera plus tard. Donc c'est dans ce contexte qui est particulier, mais en aucun cas, on a demandé à faire un régime particulier. Mais de ne pas faire d'excès ou de syndrome du dernier gueuleton avant une chirurgie. D'accord. Et toi, tu l'as eu ce syndrome? Oui. Alors on m'a dit que c'était qu'il fallait pas, que je pourrais retourner au restaurant, m'amuser avec mes copains exactement comme avant. Mal quand même, alors peut-être pas à l'excès non plus, puisque
j'ai pu être opéré, mais inconsciemment, je me faisais un peu plus plaisir, on va dire, avant l'opération. Et c'est complètement bête parce qu'au final, je peux me refaire plaisir maintenant, post-op. Donc l'expérience est toujours bonne que pour la personne qui l'a vécu. Hein. On n'apprend jamais des erreurs des autres, mais du coup, voilà. Merci pour ta sincérité. Non, mais, je sais que cet exercice n'est pas facile. Il faut, ça sert à rien de faire des derniers goletons avant parce que l'après-opération est c'est exactement comme avant. C'est les quantités qui diminuent, mais on peut profiter d'un repas de la même manière qu'avant et c'est pas la peine. Bon. Et si aujourd'hui on te pose la question, tu en es où dans ta vie? Je crois que tu es et que tu recommences à être épanoui. Si tu es passé des messages à des élèves qui sont aujourd'hui en parcours pré-op, qui se posent beaucoup de questions, qui ont pas mal d'angoisse sur l'avant, sur le pendant, sur l'après, sur la douleur, sur cette nouvelle vie, sur qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ne restez pas seul, soyez accompagnés. C'est le meilleur, non, c'est le seul moyen de s'en sortir réellement. On a tous essayé tout seul de perdre du poids, on a tous réussi, on a tous raté aussi. Être accompagné de manière pérenne, c'est la seule manière, à mon sens, en tout cas, qui marche, et qui marche même encore maintenant, de perdre du poids sur le long terme et de conserver cette perte de poids. Les régimes, ça marche pas. Les régimes, c'est un déficit temporaire, ça tire la corde de la frustration, à la fin, ça va lâcher. À la fin, ça va rebondir, ça va faire du haut, et ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera encore si on continue sur ces méthodes-là. Donc il faut vraiment partir sur une nouvelle vie plus saine, et l'opération, pour ça, est une béquille formidable, je le redis encore une fois, mais soyez accompagnés. Allez voir les gens, renseignez-vous, et vous aurez... et ne lâchez pas votre suivi. Vous aurez tout ce que vous voulez. On a une question de Sacha. Bonsoir Sacha. Vous avez une question qui est extrêmement directe. En fait, je pense qu'elle s'adresse à vous, Dr Véry. Est-il nécessaire de faire un bypass avec 98 kg, sachant qu'on peut perdre près de 50 kg? C'est tout à fait synonyme de ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, avec ces questions phares et ces réponses qui seraient des réponses clés, et le fait de dire que chaque cas est vraiment unique et qu'on... j'imagine pas qu'on puisse apporter une réponse, je sais pas, à vous de jouer. C'est vous l'expert? Non, mais c'est encore une fois, c'est résumer les patients, la pathologie et la prise en charge à juste des chiffres. Un poids, une taille, un IMC et une technique chirurgicale. Ça, c'est une erreur fondamentale. C'est l'erreur la plus commune de la plupart des patients, des réseaux, des forums, des discussions. Les gens comparent, les gens viennent régulièrement me voir, je veux une sleeve, je veux un bypass, c'est très précis parce que je veux perdre tant. Voilà. Wow. C'est une énorme erreur. Encore une fois, c'est méconnaître la maladie. La maladie, en fait, dans l'obésité, c'est pas le poids qu'on a, c'est le mécanisme qui amène à ça, avec toutes les pathologies qui en découlent directement. Donc, de penser qu'on va juste enlever des kilos, c'est une erreur. Ça passe forcément par là, on est bien d'accord. Mais dans le cadre, par exemple, d'un bypass, vous avez des phénomènes qui jouent sur le métabolisme, de contre-régulation, des patients, par exemple, qui ont du diabète au bout de quelques jours, ou un diabète qu'on arrive parfaitement à contrôler, voire pour certains, on peut enlever les médicaments, voire pour certains, on arrête l'insuline et on passe à des médicaments, chose qu'ils n'avaient pas. Et c'est pas juste la perte de poids en quelques jours qui peut donner ça. Non. Donc, c'est important d'avoir, encore une fois, une approche globale des patients. Les gens que je vois en face de moi, c'est pas un poids, une taille, et sleeve, bypass, bon poids. Ça ne marche pas comme ça. C'est une vision, et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais une vision peut-être un peu comme de la chirurgie plastique, où voilà, je veux tel truc, faites-moi ça comme chirurgie, pour y arriver. Là, c'est pas le cas. On ne fait pas la chirurgie pour perdre tant de kilos. D'abord, on ne sait pas. On peut donner une fourchette, on peut expliquer aux gens, mais on perd toujours proportionnellement à son poids de départ, on perd en fonction de son sexe, une femme c'est pas la même chose, en fonction de son âge, en fonction du type d'obésité, s'il y a un profil très métabolique, des gens qui vont avoir du diabète, du cholestérol, une atteinte hépatique, des choses d'emblée importantes, versus des patients qui, à poids égal, voire même avec un poids supérieur, eux n'ont pas de maladie. Ce ne sont pas du tout les mêmes profils. Et c'est en ça que de plus en plus,
dans les spécialistes de la question, on catégorise, je dirais, la maladie en deux grands types. La maladie métabolique et je dirais la maladie bariatrique. C'est bien pour ça qu'on parle de plus en plus de chirurgie bariatrique et de chirurgie métabolique. Donc de parler d'un bypass comme ça sans avoir d'autres informations sur le patient que juste le poids l'IMC est une erreur totale. Impossible de répondre. Totale. On est d'accord. Voilà, on va pas tarder. On a passé un chouette moment avec vous. Je vais vous laisser conclure. Je vais commencer en disant que voilà, Samy est quelqu'un qui me touche beaucoup parce que je crois que Samy, il ressemble à beaucoup d'entre vous. Samy, il dit avec beaucoup de naturel et de spontanéité qu'il a commis quelques erreurs. Il dit qu'il s'est renfermé, il dit qu'il a fréquenté des personnes toxiques et que à partir du moment où il s'est fait opérer, il saisit cette opportunité pour avoir sa nouvelle vie. Et moi, je lui souhaite plein de bonheur et plein de réussite dans cette démarche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a parfois beaucoup de bêtises qui sont dites malgré vous et malgré les gens qui les écrivent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de règle magique et ça, on l'a bien compris. Il n'y a pas de formule savante. Chaque cas est spécifique et chaque cas unique. Et ça m'amène à au troisième point fondamental. Vous vous embarquez dans une histoire qui va vous accompagner à vie. Alors oui, la chirurgie va vous aider, c'est un coup de main non négligeable, mais de grâce, quand vous rentrez dans cette démarche, ayez pleinement conscience que vous rentrez aussi dans la logique d'un suivi à vie. Voilà. Samy, tu veux ajouter quelque chose ? C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, la chirurgie. Ça m'a permis de reprendre ma vie en main complètement, de repartir sur des bases saines pour moi. Et j'en suis extrêmement content. Ça fait un peu peur, mais ça vaut vraiment le coup. Si on s'applique, si on fait les choses dans les règles, dans l'art, si on est suivi, si on écoute, je sais pas. Allez-y. D'accord. C'est gentil. Sympa, non ? Ouais, c'est très sympa. Ah non, je vous laisse pas le la fin. Docteur, vous avez une question. Nicolas, toujours. Vous avez parlé de déchirement et de fistule. Cela fait un peu peur. Et ça touche quel pourcentage de personnes opérées ? Oh Nicolas, vous avez de très très bonnes questions ce soir. Non, mais c'est la peur n'évite pas le danger. Donc absolument. De dire qu'une pas de tabou, on y va. Qu'une chirurgie, quelle qu'elle soit, et sans risque, c'est la même chose que je vous disais, vous montez dans un avion et ça tombe jamais. On est d'accord. Il faut. On y va. Donc tout se calcule et ainsi de suite. Maintenant, on n'a pas les mêmes risques en fonction du type de chirurgie, et non seulement en fonction du type de chirurgie, mais en fonction du type de patient. Ce qui fait les complications, la majorité et la difficulté, c'est ce qu'on appelle le terrain. Il est clair que d'opérer quelqu'un de 55 ans qui a 30 ans ou 35 ans d'obésité avec du diabète, des problèmes coronariens, une insuffisance rénale et ainsi de suite, ce n'est quand même pas la même chose que d'opérer une demoiselle de 30 ans qui a juste 5-6 ans d'obésité et avec très peu de pathologie. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Donner des chiffres de complications, on les a. Globalement, on a un taux de complications qui est tout venant, à peu près autour de 4 à 5%. Et je dis bien tout venant, c'est-à-dire que les complications mineures, une perfusion qui diffuse, une infection urinaire au cours de l'hospitalisation, des choses comme ça. Après, le taux de complication dont on parlait, la fistule en tant que telle, elle est aux alentours de 1 à 2% en fonction des équipes, en fonction du type de patient. Fistule, vous nous rappelez la définition de la fistule, fistule, c'est quoi la fistule ? C'est le terme chirurgical et scientifique que nous utilisons pour dire que ça a mal cicatrisé. Il y a un trou. Que, voilà, il reste un petit trou. Et le problème de la chirurgie digestive, c'est que tout le tube digestif contient des bactéries. S'il reste un petit trou, les bactéries sortent, ça peut faire un abcès, voire plus. Donc c'est ça toute la difficulté. Les vraies complications graves sont issues de ça la plupart du temps. Il y a d'autres types de complications qui sont des complications thromboemboliques, les phlébites, les embolies pulmonaires, des choses comme ça. Je veux dire que c'est les deux grands types de complications qui peuvent donner de soucis graves chez les patients. Donc tout ça, ça s'entoure. Quand je parlais de prendre en charge les patients, etc., c'est de savoir où on met les pieds. C'est pour ça qu'on a besoin d'un certain nombre d'examens à l'avance pour s'entourer de toutes les précautions et que ça se passe dans le meilleur des mondes. Maintenant, de dire qu'il n'y a jamais de complications, c'est archi faux. Bien sûr. Archi faux. Bien sûr, mais encore faut-il les expliquer. Voilà. C'est une prise de décision collective et le patient est au centre de ça. C'est un investissement pour sa santé.
Et tu en avais conscience, toi, de toute façon, quand tu y as été. Absolument. J'espère. Oui, oui, non, j'ai été très très bien pitché. Et non, en fait, c'est tellement rare. Et il y a tellement de précautions qui sont prises pour éviter ce genre de complications qu'au final, c'est un risque négligeable. Il y a toujours un risque. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un risque. On traverse la rue, il y a un risque. Mais c'est vraiment acceptable et il n'y a pas de... Et l'envie d'y aller, de toute façon, l'emporte. Ah oui, bien sûr. Sur C'est cette pas une décision qu'on sur prend cette comme ça, place. c'est Bien quelque chose sûr. de mûri, réfléchi et Bien sûr. on accepte. Le mot de la fin, Doc? Le Docteur. mot de la fin, docteur. Non, je retiens avec une seule chose. Moi, ça me fait très plaisir. C'est ce qu'il a dit. C'est que j'adore ma nouvelle vie. Voilà. Et qu'on peut parler de kilos, on peut parler de diabète, de choses comme ça. Ce qui est assez sympathique. Voilà, c'est quelqu'un, moi en tant que chirurgien digestif, faut bien imaginer ce qu'est ma spécialité. On ne voit pas les gens tout le temps, et à la fois tant mieux pour eux. Mais là, c'est vrai que la prise en charge en bariatrique est telle que on s'est vu plein de fois, à plein de moments, avant, pendant, après. Ça crée une certaine intimité, un certain lien. Je vous garantis qu'on parle de beaucoup de choses en consultation, mais pas que de chirurgie. Parfois, pas tant que ça en fin de compte. C'est le côté sympathique. Et quand j'entends « j'adore ma nouvelle vie », ça, voilà, pour moi, je me dis, non seulement pour moi et toute l'équipe, parce qu'on met la chirurgie en avant. Bien sûr. Il y a quand même toute une équipe, médecin nutritionniste, diététicienne, psychologue, coach sportif, gastro-entérologue, pneumologue, enfin, il y a beaucoup de monde dans l'équipe. On le connaît tous. Tout le monde demande des nouvelles, etc. On a des rapports différents, on sait tout savoir. Voilà. Et ça de dire j'adore ma nouvelle vie, voilà. Ça c'est le résultat. Il a compris. Il a compris tout ou partie, on va faire des réglages en fonction, ne pas se donner des objectifs inatteignables, ça fait partie aussi des choses, on en a déjà discuté en tête à tête. C'est important, voilà. Mais d'arriver à trouver un équilibre et que globalement dans sa vie, c'est lui qui l'a choisi, mais voilà, il a tous les moyens de pouvoir en profiter. Repartir sur les bonnes bases. Eh bien, tous les deux, je vous remercie infiniment. C'est pas facile, hein, le Facebook Live, quand on n'a pas l'habitude. Et c'était pas facile parce qu'on a quand même démarré par une absence de son. Donc, excusez-nous pour cette aléa technique. À très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre avec une jolie patiente cette fois-ci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.